On a, on a encore deux présentations, mais ça n'empêchera pas à l'issue de ces présentations d'échanger en direct également avec les participants, parce que effectivement, le sujet qui suscite de nombreuses questions. J'appelle François Combe et Lucie Letrouy de l'Université Gustave Eiffel pour nous présenter justement leurs travaux de recherche sur ce qu'on a appelé en filigrane plusieurs fois le projet DAS pour Decarbonation as a Service. Donc, vous allez nous expliquer à la fois de quoi il retourne et puis les différentes hypothèses de travail que vous avez pu avoir sur le sujet. La zapette, le vert, ça avance, le rouge, ça recule. Merci beaucoup. J'attends que les... Ah oui, il faut que j'avance moi-même. Hop. Pas de pause. Voilà. Donc, On merci a pris le beaucoup parti pour... de faire une pause un peu plus tardive. Oui, pour cette opportunité de présenter ce travail là, dans le cadre duquel l'Université Gustave Eiffel a été supportée par le Lab Recherche Environnement. Donc là, ce dont on va parler, c'est des conditions économiques dans lesquelles un service de transport décarboné sur un corridor pourrait se déployer et quels impacts environnementaux, quelle efficacité environnementale on peut en attendre. Voilà. Je vais rapidement citer l'ensemble des collègues qui ont participé à ce travail. Donc aujourd'hui, c'est Lucie Letrouy et moi-même qui vous présentons les résultats de ce projet. Ont été également impliqués notre collègue Martin Koenig, qui est directeur de recherche dans notre laboratoire SPLOT, un laboratoire de l'Université Gustave Eiffel, qui travaille sur le transport de marchandises et la logistique. Anis Cabré, qui a été en collaboration avec nous pendant 2 ans sur ce projet-là. Et puis, on a eu aussi la collaboration de Louis Dupasquier sur tout un tas de sujets, notamment les très nombreuses hypothèses qu'il faut faire pour se projeter sur le modèle économique des différentes alternatives évaluées, aux différents horizons temporels auxquels on les compare. Donc, alors, là, moi, je ne vais pas du tout refaire le contexte sur le sujet de la décarbonation du transport routier. Il a été très bien exposé plusieurs fois. Nous, on se tranche dans le même diagnostic hein, sur la difficulté générale à décarboner le transport routier, sur le potentiel du report modal ferroviaire aussi comme levier sur lequel enfin, moi, je pense en tout cas qu'il est très limité. Donc, la nécessité de décarboner le transport routier, ça, c'est certain. Le seul élément de contexte que je vais ajouter à tout ce qui a déjà été dit, c'est que le transport de façon générale, ce qui en rend, enfin, une, une des choses qui rend compliqué la décarbonation du transport, et alors c'est particulièrement vrai pour le transport routier de marchandises, c'est qu'on transporte des choses qui vont de partout à partout. Et on transporte des choses d'ailleurs qui sont très hétérogènes. Donc de façon générale, raisonner sur un corridor, c'est assez dangereux, hein. On va mal comprendre, les conditions, enfin, soit les conditions dans lesquelles des solutions alternatives décarbonées peuvent se déployer, soit les freins au déploiement de ces solutions. Par contre, raisonner à la possibilité de déployer un service qui, lui, opérera sur un corridor, c'est intéressant parce que ça permet, dans une certaine mesure, d'éviter la difficulté qu'il y a à déployer une alternative décarbonée sur l'ensemble d'un territoire et pour l'ensemble des opérations de transport de marchandises. Voilà. Donc, le projet, lui, porte sur vraiment une sous-partie du transport routier, un service qui serait sur un corridor, je vais l'illustrer juste après, de navettes décarbonées, et on examine à chaque fois 3 questions. Donc, c'est vraiment un travail économique qu'on fait. Il n'y a pas d'ingénierie là-dedans. On n'examine pas la faisabilité. On examine vraiment les conditions économiques et les impacts en termes d'émissions de CO2 pour aller vite. On examine à chaque fois quel est le potentiel de marché, la nécessité d'un soutien public pour le déploiement de ces solutions et les impacts environnementaux. On examine un portefeuille d'options technologiques qui est voilà, similaire à ce qui a déjà été discuté dans les autres présentations. La référence, évidemment, c'est le poids lourd diesel. Et les options que nous, on va comparer, il y en a 6. Hein. Les poids lourds à batterie, donc poids lourds électriques qui fonctionnent sur leur propre batterie avec, on compare ce qui se passe selon que le camion se recharge rapidement ou selon qu'il se recharge lentement. On examine également les poids lourds qui fonctionneraient au biogaz, des poids lourds qui fonctionneraient à l'hydrogène et 2 scénarios de poids lourds électriques qui fonctionneraient sur ERS, donc Electric Road System, un système où c'est l'infrastructure qui amène l'électricité dans le camion pendant que le camion est en train de rouler. Un scénario dit ERS partiel dans lequel on suppose que seulement une partie du linéaire est équipée et donc il faut que le poids lourd ait quand même une certaine autonomie avec sa propre batterie, et un scénario dans lequel l'ERS est complètement équipé. Alors,
La seule chose qu'il faut avoir en tête par rapport aux résultats que nous présentons par rapport à ce qu'a présenté Steph tout à l'heure ou bien à d'autres projets, c'est que nous, comme on suppose que ces navettes vont être captives d'un corridor, hein, elles vont faire des allers-retours entre deux points, elles vont faire ça toute la journée, on va avoir des résultats qui sont plutôt plus favorables aux options décarbonées que ce qu'un autre projet peut conclure. Le seul bémol à ce point-là, c'est qu'on offre donc un service. Alors, j'espère que c'est le slide suivant. Voilà. Il faut imaginer qu'un poids lourd va partir du point A. Donc là, c'est un transporteur hein, qui, lui, fait son activité de transport standard et il doit aller jusqu'au point D. Donc, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est qu'il va du point A jusqu'au point D sur l'autoroute. Voilà. Ce que le service décarboné propose, c'est que le transporteur aille sur une plateforme qui est ici notée B, il dépose la semi-remorque, le tracteur, lui, repart et puis va faire autre chose. Et c'est le service de navette décarbonée qui va prendre en charge la semi-remorque. Donc là, on parle des véhicules qui sont en bleu et qui font l'aller-retour entre les points B et C et que vous voyez aussi se charger à des bornes de recharge quand ils ne sont pas utilisés ou quand ils ont besoin d'être rechargés. Voilà, donc c'est un peu un transport en commun pour marchandises ou un peu un transport combiné route-route, si on veut, non décarboné, décarboné. Voilà. Donc le fait que les véhicules bleus là passent l'ensemble de leur temps à faire les allers-retours entre les points B et C, c'est quand même un contexte un peu plus favorable hein, pour les solutions décarbonées. C'est un peu plus facile de rentabiliser les coûts fixes, c'est un peu plus facile de rentabiliser l'infrastructure s'il y a du déploiement d'infrastructures, etc. Euh, alors, des petites formules très rapidement. Qu'est-ce qu'on fait? On examine pour chaque alternative, chaque scénario, ce que ferait un opérateur qui voudrait déployer ce type de service, à quelles conditions économiques il peut le rentabiliser. Donc, il va avoir ses recettes, il va avoir ses coûts. Alors là, la formule dit que c'est le gestionnaire d'infrastructure qui déploie le service, mais ça n'a aucune importance. Il n'y a aucun des calculs qu'on fait qui change si l'opérateur de navette décarbonée est quelqu'un d'autre et qui doit payer le péage au gestionnaire d'infrastructure qui, lui, du coup, ne s'occupe pas de ce qui se passe sur la route. Une très très grosse partie du travail qu'on a fait dans la formule du haut porte sur la grande variable qui s'appelle le I1, c'est le coût de production. Là, on a fait quand même assez attention à ce qui se passe. On a une demande qui varie avec 2 périodes par jour, le jour, la nuit. On fait attention au fait que les navettes ne peuvent pas être utilisées 100% du temps. On fait attention au fait que si les navettes doivent passer du temps à être rechargées, eh bien, ça va réduire leur productivité. Il va falloir des places pour les accueillir. Il va falloir des bandes de recharge pour pouvoir les recharger, pour aller très vite. C'est ça qui va beaucoup expliquer le fait qu'au final, on va trouver des résultats qui sont beaucoup plus favorables aux poids lourds à charge rapide qu'aux poids lourds à charge lente. Les poids lourds à charge lente, j'exagère énormément, mais ils sont tout le temps arrêtés, ils sont tout le temps en train d'être chargés. Ça coûte très cher, c'est pas efficace et il faut une place énorme et un nombre de bornes de recharge énorme pour tous les accueillir, pour les recharger. Voilà. Et le deuxième critère qu'on examine, c'est un critère microéconomique très classique hein, de bien-être social, qui est une fonction qui non seulement prend en compte les coûts et les bénéfices, mais aussi un certain nombre d'externalités et le coût pour les finances publiques de soutenir le service si le soutien public est nécessaire. On examine. Bon, ça, j'en ai déjà parlé. Voilà, très bien. Oui, alors, dernière chose dont je veux parler, c'est qu'on n'est pas non plus exagérément optimiste sur la question de la facilité pour un transport routier d'utiliser ce type de service. Transporteur routier, moi, j'aime bien présenter son métier comme étant de combiner tout un tas de contraintes opérationnelles de façon à répondre aux besoins de ses clients. Et parmi les contraintes opérationnelles qu'il faut gérer, il y a la flotte de véhicules et puis il y a aussi tout le personnel. Il y a tout un tas de synchronisation qu'il faut faire, qui sont difficiles à faire. Donc, mettre au milieu de l'activité, de l'organisation opérationnelle d'un transporteur routier, un service de navette dans lequel il faut venir déposer les remorques, repartir, trouver quelque chose à faire avec le tracteur routier, et quand la semi-remorque arrive à destination, venir la chercher, etc., n'a absolument rien de simple. C'est une des difficultés du transport combiné rail-route. C'est pas du tout un tapis roulant, c'est pas facile d'utiliser ces services-là pour les transporteurs. Nous, on le modélise de façon assez simple par une espèce de pénalité financière pour laquelle on a pris un ordre de grandeur qui nous paraît cohérent avec ce qu'on sait par ailleurs justement du transport combiné, qui représente le fait que c'est quand même un service qui n'est pas... voilà, qu'on ne peut pas supposer en claquant des doigts qu'on peut changer comme ça l'organisation des transporteurs et que ça pose aucun problème.
On examine plusieurs schémas de régulation parce que, bon, voilà, je dévoile juste un peu avant Lucie nos résultats, mais s'il n'y a pas d'intervention publique, c'est très difficile de trouver une viabilité économique aux solutions décarbonées, quelles qu'elles soient. Ok, ça pose pas particulièrement de problème. On peut très bien faire des scénarios de soutien par la puissance publique des alternatives décarbonées. Nous, on en examine deux. On en examine une dans laquelle, alors je ne vais pas m'attarder sur les concepts là, premier rang, second rang, c'est pas forcément très important. Il y a une façon d'intervenir pour l'État sur un sujet comme ça qui, en transport, on connaît, en tout cas en France, mais à plein d'autres endroits, qui est l'État dit, bon, bah, moi, je veux que ce service se déploie. Environnementalement, ça va apporter plein de bénéfices. Par contre, je fixe le prix et je fixe les conditions dans lesquelles ça va se déployer. Ça ressemble à un schéma de concession. On examine aussi un deuxième schéma parce qu'après tout, il y a pas mal de façons pour la puissance publique d'intervenir sur un sujet comme ça. Nous, on a examiné une alternative qui est de dire l'État va subventionner la circulation de navettes décarbonées au kilomètre parcouru. Voilà, ça donne des résultats extrêmement contrastés en termes de quelle efficacité finale, quel coût pour la puissance publique, qui gagne de l'argent, qui perd de l'argent, etc. Voilà, je vais finir très rapidement, dire voilà, on a calibré ça sur un flux. Alors nous, ce qu'on fait, c'est on est sur un cas d'étude un tout petit peu théorique, mais qu'on a calibré sur des trafics français, là où il y a beaucoup de camions. Et puis, je résume les quelques options qu'on a. Alors, quand on compare des options, nous, on les examine essentiellement sous l'angle de leurs caractéristiques économiques. Donc, combien va coûter le véhicule à l'achat, combien va coûter le véhicule à faire rouler en termes d'énergie, combien vont coûter les bornes de recharge, combien vont coûter les éventuels investissements sur l'infrastructure routière. Et c'est là qu'il y aura les contrastes. Donc un poids lourd à batterie électrique à charge rapide coûte pas beaucoup plus cher qu'un poids lourd électrique à charge lente. Par contre, la borne de recharge coûte vraiment beaucoup plus cher. Le camion biogaz ne coûte pas très cher. Le camion hydrogène coûte extrêmement cher à tout point de vue de tout critère confondu. Et les poids lourds ERS, l'avantage qu'ils ont par rapport aux poids lourds à batterie pure, c'est qu'ils coûtent beaucoup moins cher à l'achat parce qu'ils ont moins de batterie, mais il y a un investissement sur le linéaire d'infrastructure. Voilà, Lucie, je te passe la parole pour la suite. Oui, par contre, il me faudra... Ça marche là, ouais. Donc maintenant, je vais vous présenter les résultats qu'on a obtenus. Donc, en regardant successivement ce qui se passe si on laisse marcher le marché tout seul sans intervenir du point de vue de l'État. Et ensuite, il y aura deux autres tableaux pour voir ce qui se passe dans l'optimum de second rang qui ressemble à une concession autoroutière et dans l'optimum de premier rang qui ressemble à une concession routière et dans l'optimum de second rang qui ressemble à une subvention kilométrique. Donc, dans ce tableau, qui correspond à l'équipe de marché, ce qu'on voit, c'est d'abord que le prix du service obtenu ne dépend pas vraiment de la technologie. Il est un peu au-dessus de 1 euro par kilomètre, ce qui est à comparer aux 0,11 euros par kilomètre d'un péage autoroutier typique. On voit que ça ne dépend pas, oui, de la technologie. On voit que la part de marché obtenue est élevée seulement pour 3 des technologies, donc le biogaz et les 2 ERS, et que ça permet d'avoir des réductions d'émissions CO2 conséquentes jusqu'à 31% à peu près de réduction dans le cas de l'ERS. Par contre, il y a seulement dans le cas du biogaz que l'entreprise concessionnaire d'autoroute qui met en place le service de navette va gagner de l'argent en mettant en place le service de navette. On le voit dans la colonne biogaz donc, qui correspond à 9 000 euros par heure de profit à comparer à 7 600 euros en l'absence du service de navette. Tandis que dans le cas de l'ERS, l'entreprise perd de l'argent par défaut. Donc il faut que l'État intervienne essentiellement en aidant au financement de l'ERS. Ça correspond à un investissement d'environ 23 millions d'euros par an pour juste le segment autoroutier qu'on a regardé, donc de 320 km de long. Voilà, et après, on voit que le coût d'abattement est le plus faible dans le cas du biogaz, à environ 20 euros par tonne d'équivalent CO2, mais qu'il est encore relativement raisonnable pour le RS100, puisqu'on prend comme valeur raisonnable de coût d'abattement les 200 euros qui correspond au coût social pour l'abattement du CO2. Donc à ce stade-là, ce qu'on voit dans l'optimum privé, c'est que le seul cas qui semble pouvoir émerger tout seul sans intervention publique, c'est le biogaz, et que Louis Dupassier a évoqué tout à l'heure toutes les limites associées au biogaz qui ne sont pas vraiment prises en compte dans notre modèle, à savoir
les problèmes liés à des fuites éventuelles dans la chaîne d'approvisionnement de méthane et le fait qu'il y a beaucoup d'autres usages importants de la biomasse à privilégier, comme pour décarboner l'industrie lourde et les réseaux de chaleur. Ensuite, deuxième tableau. Donc, qu'est-ce qui se passe quand l'État intervient, donc choisit le prix du service et ensuite compense l'entreprise pour la mise en place du service de navette. Donc, dans ce cas-là, on a évidemment des prix du service plus faibles, on arrive à obtenir une part du marché beaucoup plus élevée, on a du coup des réductions d'émissions CO2 beaucoup plus élevées, jusqu'à 68%. Et si l'État ne compense pas l'entreprise pour la mise en place du service, on voit dans la ligne de profit joint que l'entreprise perd beaucoup d'argent. Et du coup, les subventions nécessaires sont plus élevées que dans le cas précédent, de l'ordre de 32 millions jusqu'à 83 millions d'euros par an pour le segment autoroutier considéré. On voit aussi que l'ERS 100, donc l'installation de l'ERS à 100% sur l'autoroute permet un coût d'abattement plus faible que l'ERS à 70%. Et à nouveau, donc, on voit que le biogaz semble le moins cher avec toutes les limites évoquées. Voilà. Troisième tableau et dernier tableau. Maintenant, c'est ce qui se passe quand on a la subvention kilométrique mise en place. Donc là, les prix du service sont un peu intermédiaires, juste marginalement plus élevés que dans le cas précédent. Ils sont choisis donc par l'entreprise. Et l'entreprise prend en compte la subvention de l'État pour le service. Et donc, à nouveau, les parts de marché sont très élevées, à part pour les poids lourds électriques à batterie à recharge rapide. On voit que, du coup, on obtient aussi des réductions des émissions de CO2 importantes. La différence principale par rapport au cas précédent, c'est que, comme c'est l'entreprise qui a choisi le prix en prenant en compte la subvention, on a un profit qui explose, tandis que pour l'État, le coût est extrêmement important. Et donc, ça dégrade vraiment de façon importante les finances publiques. Et comme on a intégré dans notre étude un coût d'opportunité des finances publiques, lié au fait que ça a un coût pour l'État de financer, d'obtenir des financements auprès d'actionnaires, etc. Ça mène du coup à un coût supplémentaire qui va accroître le coût d'abattement des différentes technologies, dans ce cas-là, par rapport au cas précédent qui ressemble à une concession autoroutière. Donc, cependant, pour toutes les technologies, donc à savoir les poids lourds électriques à recharge rapide, le biogaz et les deux ERS, on reste en dessous des 200 € par tonne d'équivalent CO2. Donc, ça reste encore raisonnable, on peut dire, comme méthode de décarbonation. Bon, ça, c'est juste une figure qui résume tout ce que j'ai dit avant. Il faut simplement se dire en la regardant. Donc, à l'horizontale, on a les coûts d'abattement CO2. Donc, on veut être vers la gauche du diagramme pour avoir les coûts d'abattement les plus faibles. Et à la verticale, on a la réduction des émissions CO2. Et donc, on veut être le plus bas possible pour avoir la plus grande baisse d'émissions. Et donc, en rouge et orange, ça correspond à ce qui se passe quand le marché fonctionne tout seul. En vert, à ce qui se passe quand l'État intervient sur un mode de concession autoroutière. Et en bleu, sur le mode de subvention kilométrique. Et donc, on voit que les meilleures options, là, c'est vraiment le mode d'intervention qui ressemble à la concession autoroutière pour le biogaz et pour les ERS à 100%. Il faudra m'interrompre quand ce sera 12 minutes, parce qu'essentiellement, après, bon, c'est des choses qui peuvent être éventuellement coupées. Donc ici, on voit rapidement la décomposition des coûts obtenus dans le First Best Optimum. C'est juste pour chaque technologie, les colonnes bleues, ça correspond au coût de mise en place du service de navette. Et en jaune, on a les revenus associés à la mise en place du service. Et ce qui est important de voir juste sur cette figure, c'est que les coûts liés à la construction de la plateforme construite à l'entrée, à la sortie de l'autoroute, et les coûts de construction de l'ERS, donc c'est en orange et en gris là, dans les colonnes bleues, sont finalement très faibles par rapport au reste des coûts, notamment les coûts de navette qui correspondent aux coûts pour acheter la navette, pour payer les chauffeurs et aux coûts temporels d'immobilisation des marchandises.
On voit aussi du côté, pour le coup, des revenus que la subvention de l'État est non négligeable. C'est la partie verte à comparer à la partie jaune, là, qui correspond au prix du service. Voilà, donc pour ce qui est des conclusions, on a bien vu le fait que les camions à hydrogène et batteries à charge lente sont vraiment trop peu productifs, que pour les batteries à charge rapide, ça peut être pertinent, mais en général, ça coûte quand même plus cher que les autres options, et que c'est vraiment les ERS qui nous semblent les plus pertinents ici, et avec une couverture à 100%, et que le meilleur type de régulation ici semble être celui de concession autoroutière, où c'est l'État qui fixe le prix et qui paie l'entreprise par ailleurs. Et après, on a fait plein de tests de sensibilité pour regarder ce qui se passait si les transporteurs accordaient plus ou moins d'importance à la rupture de charge, donc c'est-à-dire oui, au moment où il faut attendre pour passer la remorque sur un nouveau tracteur, etc. On a fait varier aussi le flux de véhicules sur le segment autoroutier, on a fait varier les prix de l'énergie, le salaire des chauffeurs, le prix des véhicules. Et à chaque fois, on a quand même une très grande stabilité sur le fait que c'est vraiment le RS 100% et le biogaz qui domine dans notre modèle. Et ensuite, on a regardé ce qui se passait à l'horizon 2040. Alors, pour ça, on a utilisé des projections. C'est un peu un mix entre des projections de la DGITM et des projections d'un rapport de l'ICCT, la International Council for Cleaner Transport. Et donc, on suppose notamment donc, un accroissement des taxes sur le diesel, la fin des subventions à l'achat des véhicules décarbonés. On suppose qu'on a un accroissement des prix du biogaz, une réduction pour l'hydrogène, une réduction globale de la consommation des différents poids lourds, et qu'il y a une division par 3 du prix des batteries électriques. Voilà, et on considère que la valeur tutélaire du CO2 a augmenté dans le temps, donc elle est passée à 275 au lieu de 200. Et donc, ce qu'on voit sur ce nouveau graphique, c'est que ce qui est tout en bas à gauche, ça va être à nouveau le RS100, mais que le biogaz a perdu en efficacité, le coût d'abattement s'est accru, et qu'il a été remplacé essentiellement par les poids lourds électriques à recharge rapide, surtout parce qu'on a eu une division du prix des batteries et un accroissement des prix du biogaz. Oui. Donc, ces résultats-là, à l'horizon 2040, quelque part, renforcent la conclusion que c'est vraiment le RS100 qui semble être de façon stable, à la fois à court terme et à plus long terme, une bonne option pour ce type de service de navette. Voilà. Et après, on a un certain nombre de pistes pour améliorer notre étude et pour augmenter en réalisme, donc notamment ajouter, prendre en compte comment le transporteur va réorganiser sa flotte en amont et en aval de l'autoroute. Ensuite, voir ce qui se passe quand on augmente le service en échelle, c'est-à-dire qu'il y a plus d'origine-destination desservie par le service, et voir si l'augmentation de qualité du service qui est à attendre dans ce cas-là, parce qu'il y aura moins de risques de temps d'attente ou de retard, simplement le prendre en compte pour la modélisation de la demande, quoi. Et ensuite, on veut prendre aussi en compte ce qu'on évoquait précédemment, à savoir la possibilité d'une utilisation mixte de l'infrastructure ERS, en rajoutant ce qui se passe s'il n'y a pas que le service de navette qui utilise l'ERS, mais aussi des poids lourds, des transporteurs, les véhicules utilitaires légers et les voitures particulières. Voilà, c'est tout. Si vous avez des questions. Une question de Fabien. C'est pas un jury de test, Fabien, attention. Non, c'est plus pour savoir sur les scénarios prospectifs. Là, donc, on voit des choses pour 2035, 2040. Est-ce qu'on va pas avoir un effet dynamique lié à la démographie des flottes de poids lourds
compte tenu que la techno ERS commence à peine à être expérimentée, d'ici 5 ans, qu'est-ce qu'il y a des chances d'être déployé sur le terrain, alors que les poids lourds à batterie électrique, ils ont des chances d'ici 5 ans de commencer à se vendre? Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir un effet massif d'équipement, au moins des grosses entreprises transporteuses qui ont les moyens financiers en poids lourds avec des grosses batteries? Et est-ce que ça n'aura pas des traînées importantes dans le temps pour, d'une certaine manière, conditionner le système? Parce qu'une fois qu'ils seront là, ça tirera également les points de recharge. Et puis, ils seront là pour longtemps, puisque les moteurs électriques vont durer bien plus longtemps que les moteurs diesel. Donc, au lieu de servir 3 ans ou 5 ans, ceux qui roulent le plus, ils dureront le double. Et les artisans individuels les récupéreront après. Donc, voilà, là, il me semble que la démographie du parc de poids lourds et de son équipement est quand même un aspect majeur de ces scénarios. Moi, je peux commencer à répondre en disant que, comme tu vois, Fabien, c'est indiqué dans les pistes de recherche futures. Plus sérieusement, c'est une question vraiment intéressante et pas si simple parce qu'en fait, ça change la référence. En gros, nous, on part sur une référence diesel. Donc, évidemment, c'est là-dessus qu'on va regarder alors à quel prix les transporteurs vont basculer, combien ça coûte, etc. Donc, on change la référence. Mais changer la référence, ça ne revient pas juste à dire la référence, c'est les véhicules à batterie. Enfin, moi, personnellement, je pense que ça veut dire aussi quelles sont les hypothèses réglementaires et fiscales qui font que la référence est la batterie, quels sont les objectifs de l'État, combien ça lui coûte s'il continue de subventionner des choses. Et là, on pourra reposer la question proprement. Ouais. Du coup, je ne sais pas très bien ce que ça va donner, parce qu'effectivement, ça change un peu les choses, mais ouais. L'hybridation des solutions du genre, effectivement, une batterie qui serait plutôt à 2 niveaux et peut-être le niveau inférieur qui puisse être remplacé par un dispositif de recharge par induction le moment venu, des choses comme ça. Bref. On voit que tout est interconnecté parce que moi, si je comprends bien, là, dans vos modèles, vous prenez aussi en considération le fait que tout ça doit payer à un moment l'infrastructure de RS. Mais si l'infrastructure de RS devient une tendance un peu plus majoritaire comme ça a été exposé avant, c'est pareil, il y aura des effets de rentabilité probablement qui seront plus intéressants. Ce qu'il faut noter, c'est que ces travaux, ils ont commencé avant le projet de Charge as You Drive, que maintenant vous êtes dedans en plus. Et donc, voilà, c'est hyper intéressant d'avoir cette interconnexion qui se fait. Donc, voilà, question, remarque, je te laisse développer. Moi, si je peux compléter. Alors, moi, une chose importante, c'est quand même que, parce que ça peut sembler évident à certains d'entre vous, mais je ne sais pas si ça l'est pour tout le monde, les coûts d'abattement dépendent du mode de financement. Ça, c'est très important, hein. Ça veut dire que ce n'est pas qu'une question technique, hein. La façon dont l'État va accompagner le déploiement de telle ou telle mesure aura un impact fort sur l'efficacité économique des résultats environnementaux atteints. Et c'est non trivial, hein, quand même, hein. C'est pas facile de dire, ah oui, forcément, c'est ça le meilleur mode de financement. Enfin, c'est pas du tout simple. Et deuxièmement, oui, c'est un projet qui est intéressant en tant que tel parce qu'il a démarré il y a 3 ans et alors les hypothèses, enfin, tout change vite, hein. Ça change assez vite, hein. Ouais. Mais cela dit, moi, je réinsiste, hein, sur la stabilité des résultats parce que même si les hypothèses changent vite, elles sont dans des domaines qui font qu'il y a quand même des choses relativement robustes, hein. On parle peu d'hydrogène aujourd'hui, hein, mais moi, j'ai toujours été très surpris qu'on donne autant d'importance au sujet de l'hydrogène dans la décarbonation du transport routier et ça confirme. C'est curieux qu'on en parle autant parce que c'est complètement hors jeu, hein. Oui, après, il y avait une dernière chose concernant la comparaison avec le cas où la référence aurait devenu les poids lourds électriques. C'est que, enfin, en tout cas, dans notre étude potentielle future, on avait prévu de prendre en compte aussi le fait qu'il reste quand même des avantages au service de navette par rapport à un poids lourd électrique de base, qui serait que si le service de navette reste sur le corridor, il y aura besoin de batteries plus faibles, donc on peut se dire qu'il y a quand même un coût inférieur. Et le fait que les chauffeurs employés sur le segment pourraient éventuellement avoir des salaires plus faibles parce qu'ils resteront sur des distances plus courtes
et qu'il n'y aura pas du coup de défraiement lié à des longs trajets, etc. Mhm. Mais oui, c'est vrai que les bénéfices seront plus faibles. Je voudrais juste apporter un complément sur l'hydrogène. On compare aujourd'hui plusieurs technologies que l'on considère comme étant iso-performantes. Il y a aujourd'hui une question sur le véhicule lourd à batterie. Est-ce qu'il sera capable d'avoir les performances que l'on attend de lui? Dans les simulations que j'ai réalisées au sein du groupe, on aurait besoin de batteries qui font 1200 kWh. On n'y est pas encore aujourd'hui. Les meilleurs annoncent 600 net. Je parle bien en net, hein. En fait, la question de l'hydrogène ou de l'ERS, elle se pose aussi d'un point de vue technique, tout simplement. De dire, est-ce que demain, on aura des solutions décarbonées qui pourront nous permettre de faire l'activité? Et c'est là aussi, même si l'hydrogène, il est hors coût peut-être au niveau économique, demain, si j'ai besoin de faire le plein en 15 minutes pour repartir pour faire aller 800 bornes, parce que c'est mon activité, alors, ou en tout cas, quand j'ai pas le temps de faire des points de recharge, nous, on a des véhicules qu'on exploite en 3/8. Il y a des véhicules qui font 80% du temps de la journée qui roulent. Alors, il y a plusieurs conducteurs sur un véhicule, mais cette difficulté, cette contrainte technique, elle va peut-être aussi faire émerger des solutions plus coûteuses, mais qui permettront de conserver ce niveau de performance. Non, enfin, ça me permet de préciser ce que je voulais dire quand je dis hydrogène et hors-jeu. S'il s'avère, in fine, tout examiner, que la solution pour la décarbonation du transport routier de marchandises, c'est l'hydrogène, ça veut dire que la décarbonation du transport routier de marchandises va coûter vraiment très très cher. Il y avait deux mains levées encore. Ça finit en subvention, là, cette histoire. Pourquoi ça finit en subvention, hein, cette histoire? Si on augmente le prix de vente du service, on doit bien faire quelque chose. Donc, je ne comprends pas pourquoi ça ne peut pas se financer autrement que par l'impôt. Parce que bon, la subvention, ça veut dire quand même l'impôt derrière. Non, mais c'est vrai que l'alternative directe, c'est l'augmentation de la fiscalité diesel, hein. Ça, c'est clair, hein. Ouais. Et là, ça améliore la rentabilité du service sans aucun problème. Bon, mais après, c'est Oui, la question est politique. La question est politique, hein. oui, et du coup, enfin, ça poserait quand même la question de savoir si on peut faire du report modal, tenir compte aussi de l'alternative rail là-dedans. Donc, je crois que ce serait quand même utile que vous ayez ça dans le modèle, quoi. Bon, moi, moi, Steph, il en a parlé. Moi, je suis 100% d'accord avec lui, hein, sur le rail. Ça sera marginal. C'est une solution marginale de décarbonation, le rail. Mon avis, enfin, sur le fret ferroviaire, les choses sont aujourd'hui, à mon avis, paradoxalement simples, hein. Mettons que Steph a tort, mettons que j'ai tort, mettons que l'État a raison et qu'on arrive à doubler la part modale du fret ferroviaire à horizon 10 ans. Ça veut dire qu'on passe à 20%. Voilà. Donc ça laisse 70% de camions. C'est juste un problème de méthodologie. Enfin, c'est nécessaire, il me semble nécessaire d'ajouter cette possibilité. C'est possible que vous arriviez à la conclusion que tu as, mais
Je pense que ça serait quand même assez intéressant de regarder ce qui est possible, quoi. Allez-y, allez-y. Oui, donc Antoine Beyer, Institut Paris Région. Puisqu'on en est sur vous proposez des solutions de rupture technologique. En fait, je pensais, pourquoi pas envisager carrément la suppression du chauffeur avec un système automatique. On est dans un système autoroutier qui est fermé, contrôlable, éventuellement même une voie qui pourrait être dédiée. Et ça sera un avantage supplémentaire. Ce qui est plus compliqué, en fait, dans des systèmes, vous avez dit, ouverts, et c'est là, voilà. Donc il y aurait peut-être quelque chose à maîtriser, d'autant plus si c'est un concessionnaire. Oui. Bon, moi, ça me rappelle des vieilles discussions sur comment doivent avancer ensemble ou non les questions d'autonomie et les questions d'énergie. Enfin, si le poids lourd autonome est forcément un camion électrique, alors effectivement, ça change beaucoup de choses dans nos travaux, mais moi, j'ai jamais très bien compris pourquoi le poids lourd autonome devait être électrique, hein. Alors là, ça change encore les choses de façon différente. Parce qu'on va très bien voir apparaître des très beaux services de navette, magnifiques, performants, efficaces et absolument pas décarbonés. Non, ça pourrait être un avantage. On pourrait évidemment avoir un système diesel autonome. Mais le fait que vous proposiez un service sur des corridors autoroutiers qui pourrait être fermé, donc beaucoup plus contrôlable, le système d'autonomie pourrait être aussi plus simple et plus facile à mettre en œuvre. Ce que je veux dire, pour réexpliquer ce que je viens de dire, c'est que nous, de toute façon, on se place dans un environnement dans lequel le transporteur, il a encore le choix. Donc, il va comparer ce que propose le service de navette, sa qualité, son prix, avec son alternative. Et donc, dans ce monde futur dans lequel il y aurait des poids lourds autonomes, l'alternative change aussi. Donc, moi, je suis incapable de dire là de tête, OK, mais est-ce que ça change les résultats? Est-ce que c'est favorable à un service de navette décarboné? Mais je ne peux pas non plus dire, OK, on va regarder un service de navette décarboné autonome et on ne va pas toucher à la référence. Ce sera la dernière question. Après, on a une dernière présentation. Et après, vous pourrez aussi aller échanger avec les intervenants à l'issue de la conférence. Et du coup, sur le caténaire, c'est quoi pourquoi est-ce que vous n'avez pas pris cette option au début dans les technologies qui existent? On n'a pas vraiment spécifié en fait le type de RS qu'on utilise. On a choisi de prendre en compte donc un coût de 2 millions d'euros par kilomètre, quoi, mais c'est indépendamment de la technologie, donc je ne sais pas à laquelle ça ressemble le plus en pratique. Et donc après, oui, dans le test de sensibilité, on a aussi essayé d'autres coûts, mais oui, on n'exclut rien. Merci à tous les deux. On peut les applaudir à nouveau.